C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les tendances se précisent au lendemain de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. D'après les résultats provisoires proclamés par la Sénat, le candidat Romuald Wadani s'impose largement en tête avec 94,5% des suffrages exprimés. Un score sans équivoque qui le place sur la voie d'une victoire nette en attendant la validation officielle par les instances habilitées. Après plusieurs reports, le projet de loi destiné à faciliter la restitution des œuvres d'art spoliées durant la période coloniale par la France a finalement été adopté à l'unanimité ce lundi par l'Assemblée nationale française, une réforme attendue qui s'inscrit dans la promesse faite en 2017 par le président Emmanuel Macron. Et puis en Argentine, 5 ans après la disparition de Diego Maradona, la justice tente à nouveau de faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Un nouveau procès s'est ouvert ce mardi. Les membres de l'équipe médicale de l'ancienne gloire du football sont de nouveau appelés à répondre devant les juges. Le verdict des urnes est tombé selon les chiffres rendus publics ce 13 avril par la Commission électorale nationale autonome. Le taux de participation à l'élection présidentielle du 12 avril est de 58,75%. Ce scrutin confirme la victoire de la majorité présidentielle. Le duo de tête s'impose largement face à ses principaux concurrents, notamment Paul Roumpet et Roch Rouanou, qui recueillent 5,95% des suffrages exprimés. Des résultats provisoires annoncés par Sakalafia, président de la Sénat. Écoutons un extrait de sa déclaration. L'état de la participation au scrutin du 12 avril 2026, établi sur la base de 90,55% des résultats traités, est arrêté comme suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 897 287. Nombre de votants 4 640 354. Suffrages valablement exprimés 4 522 756. Bulletins nuls 117 598. Taux de participation 58,75. Article 2. Proclamation des résultats provisoires par duo. Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, juge souverain du contentieux électoral, les suffrages obtenus par les duos de candidats sont proclamés ainsi qu'il suit. 1. Kossi Mbweke Romuald Wadani et Mariam Chavitalata, 4 252 347 voix, soit 94,05%. 2. Paul Roumpet et Roch Judicaël Rouanou, 269 433 voix, soit 5,95% des voix. Article 3 de la transmission. En application des dispositifs
En application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, la présente décision, accompagnée de toutes les pièces annexes, est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle. Article 4. Publication. La présente décision sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République du Bénin et diffusée partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 13 avril 2026. Signé Saka Lafia, président de la Sénat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Et après la publication de ces résultats provisoires issus du dépouillement, les réactions politiques ne tardent pas à se faire entendre. Celle de Guido Somitokbe, leader politique, a été recueillie par nos confrères de Bénin TV lors d'un entretien téléphonique. Nous vous proposons de l'écouter. Les grandes tendances de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, les grandes tendances qui ont été proclamées par la Commission électorale nationale autonome. Mes sentiments sont d'abord des sentiments de satisfaction et de joie, de savoir que nous avons tous contribué à ce que cela soit une réalité. Et ensuite, je voudrais profiter du canal de votre micro pour dire mes félicitations au duo vainqueur et aussi reconnaître l'honnêteté du duo vaincu et qui a tout de suite reconnu sa défaite. Pour moi, voilà, c'est une chandelle pour notre démocratie. Le score de 94% du vainqueur, moi, je ne dirais pas que c'est un score soviétique. Parce que, comme vous le savez, dire que c'est un score soviétique, c'est très péjoratif. Je dirais plutôt que c'est une raz-de-marée. Ça a été une démonstration de force, de telle sorte que tous ceux qui se sont joints à la dynamique ont apporté chacun sa pierre à l'édification de ce que nous constatons aujourd'hui. Et vous pouvez aussi constater avec moi que la ferveur que nous avons remarquée autour de cette campagne électorale s'est traduite dans les urnes. Et donc, un taux de participation de plus de 50% et un score du vainqueur de plus de 94%. Je ne parlerai pas de score soviétique, je parlerai plutôt de raz-de-marée et je féliciterai une fois de plus le duo vainqueur. Plusieurs décennies après les premiers appels à rendre à le pays des œuvres d'art, les députés français ont unanimement adopté ce lundi un projet de loi très attendu en Afrique pour faciliter les restitutions d'œuvres pillées durant la colonisation. Après plusieurs reports, il concrétise une promesse du président Emmanuel Macron en 2017 lors d'un discours à la jeunesse africaine à Ouagadougou au Burkina Faso. Plus de détails dans cet élément. L'Assemblée nationale française a adopté à l'unanimité ce lundi 13 avril 2026 un projet de loi établissant un cadre juridique permanent pour la restitution de biens culturels à des États qui en ont été illicitement privés. Le projet de loi s'inscrit dans un engagement pris par Emmanuel Macron en novembre 2017 lors d'un déplacement au Burkina Faso où il avait déclaré ne pas pouvoir accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il s'inscrit également dans un triptyque législatif après deux lois cadres adoptées en 2023. L'une sur la restitution des biens spoliés par les nazis entre 1933 et 1945, l'autre sur la restitution de restes humains. Jusqu'à présent, les restitutions ne pouvaient intervenir au moyen de lois spécifiques en raison du principe d'inaliénabilité des collections publiques. En 2020, une loi avait ainsi autorisé la restitution du trésor de Béhanzin au Bénin et du sabre d'El Hadj Omar Tall au Sénégal. À l'été 2025, une autre loi avait permis le retour à la Côte d'Ivoire du tambour Djidji Ayokwe confisqué depuis 1916. La restitution est soumise à plusieurs critères cumulatifs. Le bien doit provenir du territoire actuel de l'État demandeur et avoir fait l'objet d'une appropriation illicite par vol,
pillage, cession ou libéralité obtenue sous la contrainte entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Les biens militaires et certains biens archéologiques en sont exclus. La procédure prévoit la constitution de comités scientifiques paritaires disposant d'un délai de 2 ans pour remettre son rapport. À l'issue de cet examen, une commission de restitution de biens culturels, formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France, émet un avis public et motivé. La sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d'État. Désormais dotée d'un cadre légal permanent, la France pourra traiter une douzaine de demandes de restitution déjà soumises selon le rapport sénatorial émanant notamment du Mexique, d'Éthiopie, du Kazakhstan, de Madagascar, du Sénégal, de Pologne, du Népal, de l'Algérie, du Mali et du Bénin. Au Nigeria, l'armée de l'air a annoncé une enquête après la frappe aérienne ayant touché un marché local à Jili, dans le nord-est du pays, le samedi dernier. De nombreuses voix, essentiellement de l'opposition, ont condamné cette frappe militaire, dont la cible était des membres de l'ISWAP. Des critiques contestées par le cabinet du président Bola Ahmed Tinubu. Le reportage. Au Nigeria, une enquête a été ouverte après une attaque aérienne contre le village de Jili, dans l'état de Yobe. Le raid visait les djihadistes de Boko Haram, selon l'armée. Mais des témoins affirment que des civils auraient été tués, les frappes ayant touché un marché central de la localité. Amnesty International parle de 100 civils tués alors que 35 autres ont été grièvement blessés. Des informations prises au sérieux par les autorités de l'armée de l'air nigériane, qui disent avoir mené l'opération sur la base des renseignements fiables liés au mouvement des membres de Boko Haram. Le drame s'est produit dans la zone des Jedam, épicentre de l'insurrection du groupe terroriste qui a fait allégeance à l'État islamique en 2015. Boko Haram est très actif dans le nord-est du Nigeria, notamment dans l'État de Borno. Les bavures liées à la lutte contre les terroristes ont déjà coûté la vie à au moins 500 civils depuis 2017 au Nigeria, lors des frappes similaires, selon des médias. En Argentine, ce mardi débute le procès de Diego Armando Maradona devant le tribunal fédéral de San Isidro au nord de Buenos Aires. Cette professionnelle de santé, médecins, psychiatres, psychologues, infirmiers seront jugés pendant au moins 3 mois. Son équipe médicale est accusée d'homicide involontaire près d'1 an après l'annulation d'un précédent procès suivant. Comment est mort Diego Armando Maradona? Le nouveau procès de la star mondiale du ballon rond, qui a commencé mardi en Argentine, tentera de répondre à cette question. Il intervient après l'annulation du premier organisé en mai 2025 en raison d'un tournage non autorisé dans la salle d'audience pour un documentaire. L'accusation pointe des négligences. 7 personnes seront jugées pour homicide avec intention possible, des accusations qu'elle nie. En cas de condamnation, les accusés risquent entre 8 et 20 ans de prison. Maradona est décédé le 25 novembre 2020 des suites d'une insuffisance cardiaque alors qu'il était en phase de récupération après une intervention chirurgicale au cerveau. Il avait 60 ans. Et c'est donc pour fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.